À quoi ça sert le collège? Les professeurs de toutes les matières suivent un programme de compétences et de connaissances que tout élève doit maîtriser à la sortie de la troisième. Mais est-ce que l'ensemble de ces savoir-faire sélectionnés par l'éducation nationale a juste un sens? Par exemple, à quoi ça sert de connaître la différence entre un volcan explosif et un volcan effusif, et de ne pas savoir s'organiser un minimum pour pouvoir atteindre l'autonomie? On va donc se pencher sur les 4 compétences dont on ne parle pas forcément ouvertement au collège, mais qui sont pourtant nécessaires à la réussite au lycée. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans, et maintenant ça fait 4 ans que je donne des cours particuliers à des élèves pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Aujourd'hui, on va donc parler méthodologie, on va s'intéresser à des compétences qui sont un peu extérieures du programme scolaire pour pouvoir justement offrir la réussite à votre enfant. Première compétence, et qui pourtant paraît évidente, c'est tout simplement savoir apprendre. C'est un peu l'objectif principal de l'école, savoir apprendre. C'est dommage que si peu de professeurs prennent le temps de formaliser les méthodes qui sont nécessaires pour atteindre cet objectif. Car il ne s'agit pas toujours de travailler plus pour apprendre plus. C'est pas comme ça que ça marche. Mais bien d'apprendre mieux pour travailler moins. Ce qui est un objectif quand même beaucoup plus stimulant. Et donc votre enfant doit donc être capable de mobiliser les outils nécessaires pour l'atteindre. Et pour ça, il est urgent qu'il prenne conscience du concept d'apprentissage actif. On va différencier les techniques d'apprentissage passive, c'est-à-dire relire son cours, écouter un cours, regarder une vidéo qui parle du cours, aux méthodes que l'on va qualifier actives. S'approprier le cours en le créant sous d'autres formes, se tester en utilisant des flashcards ou une fiche questionnaire, la méthode Feynman, et bien sûr, faire des exercices. Le risque est d'utiliser des méthodes qui ont l'air actives mais de ne pas fournir la conscience nécessaire pour en tirer le maximum. Par exemple, la classique fiche de révision. En vrai, ça paraît une bonne idée. Le but est de créer le cours sous une autre forme, de se l'approprier. Mais la majorité des fiches de révision que je vois par des élèves, c'est qu'ils ont recopié le cours en plus petit sur une fiche Bristol, et ça sert à rien. Surtout si c'est juste pour la ranger dans le classeur, la relire de temps en temps et avoir l'impression d'avoir fait quelque chose, autant ne rien faire. Ça sert juste à se donner bonne conscience et donner l'impression qu'on a fait quelque chose, surtout pour faire semblant devant les parents. Pour qu'une fiche de révision soit efficace, elle doit permettre de s'approprier le cours en le présentant sous une forme complètement nouvelle. En faisant des schémas, des dessins, en mettant des couleurs, en faisant apparaître des moyens mnémotechniques. Il n'y a pas de limite. Et surtout, une fois que la fiche est faite, elle doit lui permettre de s'interroger. Car c'est ça, le véritable apprentissage actif. C'est d'être dans une situation où on va utiliser les compétences. Et avoir la capacité de s'interroger, c'est avoir la capacité de se tester. Et donc une bonne fiche de révision devrait contenir plutôt des questions à la place des connaissances directement. Le monde des méthodes d'apprentissage et des méthodes de révision est vaste et semé d'embûches. Et c'est notamment pour ça que je fais ces vidéos, pour que vous sachiez vers quoi vous tournez et que vous puissiez construire des stratégies d'apprentissage avec votre enfant. La deuxième compétence que tout élève devrait savoir maîtriser en sortant de troisième est tout simplement savoir s'organiser. Je vois beaucoup trop d'élèves qui galèrent au lycée car on s'attend à une plus grande autonomie de leur part et ils n'ont pas du tout les outils pour réussir. Ils ne savent pas organiser leur classeur, ils ne savent pas utiliser leur agenda, c'est catastrophique. Le pire truc que je vois, c'est généralement le classique, c'est cet énorme trieur avec plein de feuilles dedans. Ça sert à rien, c'est le bordel et ça freine l'élève dans ses apprentissages. Parce que comment voulez-vous organiser les connaissances dans votre tête si elles sont déjà pas organisées dans la vraie vie? Et le problème, c'est qu'arrivé au lycée, notamment au niveau de la première, le niveau scolaire est quand même beaucoup plus élevé. Et donc c'est pas du tout le moment de se pencher sur l'apprentissage d'une compétence telle que savoir organiser son classeur. On a autre chose à faire en mathématiques, en histoire, etc. Et c'est pour ça que se pencher sur savoir s'organiser dès le collège est primordial. Alors, bien sûr, c'est pas le cas de tous les élèves. Il y a des élèves qui sont naturellement organisés et pour eux, ça se fait instinctivement. Et tant mieux. Mais il y en a d'autres pour qui s'organiser, c'est pas du tout naturel. Et si c'est le cas de votre enfant, il va falloir pouvoir lui enseigner. Et je sais de quoi je parle, parce que j'étais exactement ce gamin avec un trieur bien trop plein, une trousse bien trop vide et le bordel dans tous les classeurs. Et je peux vous dire que le fait que j'ai pas su m'organiser tôt a eu un coup sur toutes mes études. Mais pour éviter tout ça, ce que je vous conseille, c'est de prendre 10 minutes par semaine avec votre enfant où vous allez justement faire un point sur l'organisation de ses classeurs, de son agenda, de toutes ses fournitures scolaires. Et donc ces 10 minutes vont avoir 2 objectifs. Premier objectif, ça va créer un rituel hebdomadaire pendant lequel il va se pencher sur son organisation. Rituel qu'il pourra emporter au lycée et qu'il pourra gérer alors de façon autonome. Et le deuxième objectif, ça va être de lui donner les clés pour savoir s'organiser, de lui expliquer comment ça marche. Parce qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas parce que c'est naturel pour vous que c'est naturel pour un enfant. Bon, votre enfant, il sait utiliser les bonnes méthodes d'apprentissage, vous lui avez enseigné comment s'organiser,
Que faire ensuite? On va donc attaquer la troisième compétence et c'est tout simplement savoir se concentrer. C'est assez évident que les élèves ont de plus en plus de mal à se concentrer. Et on va pas trop se foutre de leur gueule parce que c'est quand même le cas de tout le monde. Et on a tous une petite idée du coupable. Mais alors comment vous allez pouvoir développer la capacité à gérer son attention chez votre enfant? Je pense que le premier point, et peut-être le point le plus important, est de lui apprendre à prendre conscience de son environnement. Lui montrer, lui expliquer que le téléphone, les écrans, les publicités, tout ça essaye de voler son attention. Et qu'il devrait donc en avoir une consommation responsable s'il veut sauver un tout petit peu son cerveau. Et le deuxième point, ça va être le fait d'apprendre à se focaliser sur une tâche de manière continue. Et pour ça, je vous propose un petit exercice. Lors d'une séance de révision ou lorsqu'il fait ses devoirs, vous allez tout simplement chronométrer le temps durant lequel il arrive à se concentrer. Vous répétez ça plusieurs fois, parce qu'une donnée, ça ne veut rien dire, il en faut toujours plusieurs, et vous aurez alors une idée de la durée de concentration de votre enfant. S'il arrive à atteindre des blocs de 30 minutes ou à peu près 30 minutes de manière régulière, votre enfant n'a pas de problème de concentration. Pouvoir organiser ces séances de révision autour de blocs de 30 minutes est une stratégie viable. À chaque fois que votre enfant révise, votre enfant met un minuteur de 30 minutes et il a le droit à une petite pause toutes les demi-heures. S'il n'arrive pas à se concentrer pendant 30 minutes d'affilée, sa capacité de concentration est largement améliorable. Et comme si vous vous entraînez pour un marathon, vous n'allez certainement pas courir 40 km dès demain, vous n'allez pas non plus lui demander de se concentrer une demi-heure tout de suite. Vous allez donc commencer par des blocs de travail qui correspondent à la moyenne de ses capacités et vous allez les augmenter petit à petit. Si votre enfant sait se concentrer pendant 15 minutes, la prochaine session de travail, vous lui ferez se concentrer 16 minutes, puis 18, puis 20, puis 22. Ça sert à rien de vouloir aller trop vite, au contraire, ça risque de détruire tous les efforts que vous êtes en train de faire. Entre chacun de ces blocs de travail, votre enfant pourra faire une petite pause, comme par exemple de 5 minutes, et durant ces 5 minutes, il serait bien qu'il n'utilise pas son téléphone. Il a été prouvé plusieurs fois qu'une pause véritablement régénératrice se fait sans écran, et de préférence en marchant un peu, l'histoire d'activer le système cardiovasculaire. Et en utilisant tout ça, petit à petit, votre enfant va donc augmenter sa capacité à se concentrer. Ce qui, il faut pas le cacher, de nos jours, correspond à un véritable super pouvoir. Et donc on va pouvoir attaquer la quatrième et dernière compétence cachée, qui est tout simplement savoir exprimer ses idées. On va pas se cacher, c'est vraiment un exercice complexe de savoir exprimer et présenter ses idées pour qu'elles soient claires et concises. En vrai, on rencontre même régulièrement des adultes qui en sont pas capables. Et pourtant, c'est une compétence essentielle pour le lycée, où plein d'exercices consistent à savoir répondre à une question complexe via une dissertation ou un paragraphe argumenté. Pensez bac de français, dissertation d'SVT, dissertation d'économie, etc., etc. Et le problème, c'est que l'enseignement de cette compétence n'est pas assez formalisé. Le nombre de copies d'élèves où je vois que le professeur a juste marqué confus dans la phrase sans plus d'explication, comme s'il suffisait à l'élève de se dire « Ah bah oui, je vais arrêter d'être confus, je vais être plus clair la prochaine fois ». Comment voulez-vous qu'il apprenne à mieux s'exprimer si on ne lui dit pas comment? Alors comment justement l'aider à développer cette compétence? Alors bien sûr, vous pourriez reprendre ces évaluations, ces exercices et ces rédactions pour retravailler son texte et la formulation de ses phrases. Mais on va pas se cacher, ça demande énormément de travail et énormément d'énergie. Et c'est pour ça que je vais vous proposer deux moyens qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Premier moyen, c'est le soir, demandez à votre enfant ce qu'il a fait en cours. Posez-lui des questions sur le chapitre actuel d'histoire, d'SVT ou de n'importe quelle matière. Et là, n'hésitez pas à reprendre sa formulation si c'est pas clair, à l'interroger pour qu'il puisse approfondir ou prendre du recul sur certains points. Certes, c'est à l'oral, mais savoir organiser ses idées à l'oral peut après se retranscrire à l'écrit. Et en plus de l'obliger à correctement s'exprimer, ça va clairement lui faire réviser sur tout ce qu'il a vu dans la journée. Deuxième moyen qui en plus ne va vous coûter aucun temps et aucune énergie, c'est faites-le lire. En étant confronté à des auteurs qui ont eux réfléchi à leurs moyens d'expression de leurs idées, que ça soit dans un roman ou des choses beaucoup plus lyriques, votre enfant va donc apprendre à lui aussi exprimer ses idées. Et comme par infusion, il va petit à petit maîtriser les clés de notre langage. Il est donc primordial que votre enfant lise. Je vous ai donc donné 4 compétences cachées qu'on n'apprend pas forcément au collège et qui sont pourtant nécessaires au lycée. La première était donc de savoir apprendre. La deuxième, c'est savoir s'organiser. La troisième, savoir se concentrer. Et la quatrième, savoir exprimer ses idées. Vous pouvez donc maintenant mettre en place les différentes stratégies nécessaires à leur apprentissage pour déjà construire la réussite de votre enfant au lycée. Merci.